On va décortiquer aujourd'hui une décision de la Cour suprême, une histoire qui commence avec un simple appel à la police, tard le soir, et qui va nous amener à se poser une question fondamentale. Où est-ce que la propriété privée s'arrête et où est-ce que le pouvoir de la police commence? Ça résume vraiment bien toute l'affaire. Pour tout saisir, il faut aller directement au cœur du problème, à ce conflit qui a carrément divisé les juges les plus importants du pays. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, avec un appel à la police tard un soir. Un incident qui, sur le coup, avait l'air assez banal, mais qui a fini par déclencher une vraie bataille juridique, jusqu'en Cour suprême. OK, regardons la séquence des événements. Il est 23 heures, la police reçoit une plainte. Un conducteur possiblement en état d'ébriété. Pendant l'heure qui suit, 2 agents de la GRC patrouillent et cherchent la camionnette. Vers minuit, ils la trouvent. Elle est dans une entrée de maison, moteur en marche, phare allumé. Il s'approche et à l'intérieur, il voit M. Singer, il ne réagit pas. Il cogne à la fenêtre, rien. Et c'est là que tout se joue. Un des agents ouvre la portière. Il sent l'alcool, il réveille M. Singer et la suite, elle mène à un test d'alcoolémie échoué et à une arrestation. Et c'est comme ça qu'un simple incident, une enquête pour conduite avec les facultés affaiblies dans une petite communauté, se retrouve propulsée devant les 9 juges de la Cour suprême. Parce que la question, soudainement, c'est plus juste de savoir si quelqu'un a bu au volant. Non, c'est de savoir jusqu'où les policiers ont le droit d'aller. Bon, maintenant qu'on a les faits, on peut plonger dans le vif du sujet. La question légale. L'entrée de cour, est-ce que c'est un peu comme un château fort? C'est vraiment ça le débat au centre de tout. On a tous déjà entendu l'expression « ma maison, c'est mon château ». C'est un principe de base. Mais l'entrée de cour, est-ce que ça fait partie du château? C'est là que ça se complique. Cette affaire-là, elle nous oblige à nous demander où est-ce qu'on trace la ligne exactement. Pour essayer de trouver cette ligne, les juges se basent sur une idée qu'on prend souvent pour acquise. Pensez-y une seconde, est-ce que n'importe qui peut juste débarquer et s'approcher de la porte d'entrée d'une maison? La réponse à cette question se trouve dans un vieux principe de droit. Ce principe, ça s'appelle l'autorisation implicite. C'est quoi ça? En gros, c'est la permission non dite qu'on donne à tout le monde d'entrer sur un terrain pour venir cogner à la porte. Le facteur, le livreur des pizzas, un voisin, et oui, même la police. Mais la grosse question, c'est jusqu'où va cette permission? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même au plus haut niveau, à la Cour suprême, les 9 juges n'ont pas réussi à s'entendre sur la réponse. Le vote final, 5 contre 4. C'était donc extrêmement serré. Une seule voix a fait toute la différence. Ça montre à quel point les deux camps avaient des arguments solides. Alors, où était le désaccord? C'est assez simple, en fait. D'un côté, la majorité des juges disaient « OK, les policiers pouvaient entrer sur le terrain, mais ils sont allés trop loin quand ils ont ouvert la porte de la camionnette. » De l'autre côté, les juges dissidents disaient « Non, ils étaient dans l'illégalité dès la seconde où ils ont mis un pied dans la cour parce que leur but, c'était d'enquêter. » Bon, regardons de plus près l'argument de la majorité. Pour ces 5 juges, oui, une ligne a été franchie. Le défi, c'était de dire exactement quand. OK, pour la majorité, ça se passe en 3 temps. Étape 1, les policiers entrent dans la cour. Ça, c'est légal. Ils agissent selon l'autorisation implicite. Étape 2, ils frappent à la fenêtre de la camionnette. Ça aussi, c'est légal. C'est une tentative de communication. Mais étape 3, ils ouvrent la portière. Et là, c'est non. C'est là qu'ils ont franchi la ligne. À ce moment précis, leur action est devenue une fouille illégale, une violation des droits de M. Singer. Alors, on pourrait se dire, si la fouille était illégale, pourquoi est-ce que la preuve a été acceptée en cours? Bonne question. La majorité a appliqué un test en 3 points. D'abord, ils ont dit que les policiers ont fait une erreur, mais de bonne foi. Ils pensaient vraiment avoir le droit de le faire. Ensuite, l'intrusion dans la vie privée de M. Singer, oui, elle existe, mais elle est jugée modérée, pas extrême. Et finalement, il y a l'intérêt de la société à poursuivre un crime grave comme la conduite en état d'ébriété. C'est en pesant tout ça que la majorité a décidé de garder la preuve. Passons maintenant à l'autre camp, la dissidence. Pour ces 4 juges, le raisonnement de la majorité ne tenait tout simplement pas la route. Pourquoi? Parce que pour eux, tout était illégal dès le tout début. La grosse différence, elle est là. Pour les dissidents, ce n'est pas l'ouverture de la porte le problème. Non. Le problème, c'est l'étape 1, le moment même où les policiers ont mis le pied dans l'entrée de cour. Dès cet instant, comme leur but était de mener une enquête criminelle et non pas juste de communiquer, ils étaient déjà des intrus. Et cette citation, elle résume leur point de vue à la perfection. L'autorisation implicite, ce n'est pas un chèque en blanc pour que la police vienne fouiller. C'est une autorisation pour communiquer. Point. Si l'intention dès le départ, c'est de trouver des preuves, alors l'entrée elle-même est illégale. Donc,
La conclusion logique pour la dissidence, c'était clair. La violation des droits de la Charte était tellement grave et elle a eu lieu tellement tôt dans l'interaction que la seule chose à faire pour maintenir la confiance du public dans le système de justice, c'était d'écarter complètement la preuve. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui arrive? Avec des arguments aussi forts des deux côtés, comment ça se termine? Et surtout, qu'est-ce que ça change, pour vrai, pour la police et pour tout le monde? Bon, le verdict final. La Cour suprême a accueilli le pourvoi, ce qui veut dire que l'acquittement de M. Singer a été annulé. Mais, attention, ça ne veut pas dire qu'il est déclaré coupable. L'affaire a été renvoyée à la Cour d'appel de la Saskatchewan pour une nouvelle audience. En gros, on a comme appuyé sur « Reset ». Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la Cour a tracé une ligne. Une ligne qui est quand même assez subtile. Oui, la police peut entrer sur une propriété privée pour enquêter, mais seulement si leur geste reste dans le cadre de ce qu'on considère comme une communication normale. Aller cogner à l'appart, oui. Ouvrir la portière d'une voiture sans permission, ça, c'est de l'autre côté de la ligne. Et même si c'est l'opinion de la dissidence, cette citation met vraiment le doigt sur le bobo. Elle capture l'éternel dilemme au cœur de cette affaire. Comment trouver le juste équilibre entre donner à la police les outils pour nous garder en sécurité et en même temps protéger les droits fondamentaux que la Charte garantit à chaque personne? Au final, tout ça nous ramène à une question qui est beaucoup plus large que le droit. C'est une question de société. Quelle part de notre vie privée est-on prêt à sacrifier au nom de la sécurité? Et comme cette décision 5-4 le montre si bien, il n'y a vraiment pas de réponse facile à cette question.